Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur le match nul de l'équipe nationale marocaine face à la Norvège. Une rencontre intense entre les deux sélections, un véritable match à deux visages. La première mi-temps a clairement été dominée par l'équipe marocaine. Mais la seconde période a vu son niveau baisser pour plusieurs raisons. En effet, les titulaires ont joué la première moitié du match. Ensuite, les changements ont été très nombreux et une différence de niveau est apparue entre les titulaires et les remplaçants. Ce match était important car il a livré un certain nombre de leçons. La première chose, je l'avais dit avant la rencontre, le résultat compte moins que la préservation physique des joueurs. Aujourd'hui, on a vu Mazraoui sortir prématurément et Zalzouli n'a pas pu terminer le match. Il y a donc une inquiétude légitime concernant l'état de Zalzouli. Quelques problèmes sont survenus. Cependant, dans l'ensemble, la composition de départ ainsi que les choix tactiques de Mohamed Wabi ont montré des signes très positifs. Mais un point d'interrogation demeure, le niveau des joueurs remplaçants. Le sélectionneur national, Mohamed Wabi, cherchait trois choses dans cette rencontre. Premièrement, fermer la profondeur devant les déplacements du meneur de jeu norvégien, Odegaard. Deuxièmement, empêcher les ballons directs vers le duo offensif, Sørloth et Haaland. Troisièmement, exploiter la vitesse de transition sur les côtés. L'équipe norvégienne, quant à elle, alignait une défense solide. Elle n'avait encaissé que 5 buts en 8 matchs. Et son point fort, c'est l'attaque. C'est pourquoi Mohamed Wabi a choisi cette composition de départ, qui ressemble beaucoup à celle qu'il utilisera probablement en Coupe du Monde. La Norvège, elle, a pris ce match très au sérieux, car elle affrontait un champion d'Afrique. Les Norvégiens ont joué avec Ryerson sur le côté droit, alors qu'ils jouent plutôt à gauche en club. Ils ont aligné Hyang dans l'axe défensif et le gardien de Séville, Nyland, dans les buts. Au milieu, Odegaard, Orsnes, Berg. Un trio qui a joué ensemble. Avant, Orsnes n'était pas là, mais cette fois, il a rejoint le groupe. Ils ont aussi fait jouer Antonio Nusa et deux attaquants, Haaland et Sørloth. L'équipe norvégienne est grande, physique, et elle maîtrise le pressing et les duels. Ce n'était donc pas facile de la dominer. Voici comment l'équipe marocaine est entrée sur le terrain. Dans les buts, Yacine Bounou. Naïef Aguerd n'étant pas à 100%, Wabi a préféré Issa Diop. En défense centrale, Chadi Riyad, qui avait montré de bonnes choses, même si sa seconde mi-temps contre Madagascar avait été moins bonne. À droite, Achraf Hakimi à son poste de prédilection. À gauche, Nousser Mazraoui. Au milieu, un double pivot composé d'Ayoub Boadi et Naïl Ainaoui. Ounahi, pas El Kanous Ounahi. Ounahi a fait certaines choses qui ne m'ont pas plu dans ce match. Sur l'aile droite, Ibrahim Diaz, un ailier classique qui rentre dans les espaces et se transforme en faux attaquant. Avec Sabiri, Ounahi aussi se transformait en deuxième attaquant. Il y avait donc des permutations, des entrées dans la surface, des sorties, des appels pour attirer les défenseurs. Sur l'aile gauche, Abdessamad Zalzouli. Voilà la composition utilisée par Mohamed Wabi, un 4-2-3-1. Ces idées ont-elles réussi? En grande partie, oui. Comme je l'ai dit, il cherchait à exploiter la vitesse de transition sur les côtés, sachant que les latéraux norvégiens montent haut. L'équipe marocaine a réussi à imposer son pressing, un pressing moyen, et à forcer la Norvège à jouer long à plusieurs reprises. Il y a même eu un but précoce, marqué par Ibrahim Diaz. Un but d'avance qui a donné un avantage tactique à l'équipe marocaine. Elle est devenue plus à l'aise dans ses transitions depuis son bloc moyen et a pu compter sur des contres rapides. La connexion entre les milieux et le trio offensif, Diaz, Sabiri et Zalzouli, a bien fonctionné lors des premières transitions de la première mi-temps. Parlons maintenant du côté défensif. Il y a eu des choses positives qui m'ont plu. Un bon resserrement entre la défense et le milieu de terrain qui n'a pas laissé d'espace à l'équipe norvégienne pour les exploiter. Une réussite relative dans la limitation des passes dangereuses vers Haaland. J'ai aussi aimé la façon dont l'équipe marocaine a défendu sur les corners norvégiens, qui étaient nombreux. L'équipe marocaine a bien lu le jeu norvégien. Les Norvégiens jouent souvent sur le premier poteau, avec un joueur de grande taille pour dévier le ballon, comme Strand Larsen qui avait marqué un but contre la Suède. Quand les Norvégiens ont vu que cette tactique du premier poteau ne fonctionnait pas, ils ont essayé le second poteau. Ils ont eu une occasion, un ballon qui traînait dans la surface, mais sans réel danger. Donc, comme je le disais, une réussite relative sur les corners. Une bonne discipline dans la couverture des côtés et une nette amélioration dans le traitement du ballon dans la surface. Plus cette nervosité qu'on voyait avant.
Les dégagements étaient propres, au contraire. Les attaques sortaient bien, on récupérait le ballon, les sorties de balles étaient fluides. Bien sûr, il y a eu des points négatifs. Quand les latéraux marocains montaient, surtout Hakimi, des espaces apparaissaient dans leur dos. Et l'équipe norvégienne les a parfois exploités. Il y a eu quelques difficultés à gérer les deuxièmes ballons, les ballons tombés au sol. Le rythme a baissé, vous l'aurez remarqué à partir de la seconde partie de la seconde mi-temps. Les 20 dernières minutes ont été difficiles. Cela est principalement dû aux nombreux changements effectués par Mohamed Wabi. Honnêtement, Wabi n'est pas le genre d'entraîneur qui ne pense qu'aux résultats. S'il avait voulu gagner à tout prix, il aurait gardé son équipe type. Mais il aurait pris des risques, parce que les joueurs norvégiens sont très agressifs dans les duels. Ils sont intenses, ils frappent fort. Les joueurs marocains auraient pu être blessés. Personnellement, j'aurais préféré ne pas gagner contre la Norvège, par 2 ou 3 buts, si cela devait coûter 3, 4 ou 5 joueurs blessés. Gagner le match, mais perdre des joueurs, ça ne sert à rien. Wabi a vu qu'il y avait une certaine dureté, pas de la violence, mais une dureté physique chez les Norvégiens. Il a préféré faire sortir ses titulaires, baisser un peu le rythme pour protéger ses joueurs. Il faut dire que l'équipe marocaine joue la Coupe du Monde dans un groupe difficile. Wabi a donc préféré donner du temps de jeu aux remplaçants. Mais les remplaçants, on peut le dire, sont entrés en grand nombre et ils ont eu du mal à se synchroniser entre eux. Ce n'était pas facile et cela a montré que leur niveau est inférieur à celui des titulaires. Personnellement, je m'attendais à ce que l'équipe marocaine gagne la bataille du milieu de terrain. C'était l'un de ses points forts. Le trio marocain, en particulier Bouhaddi et Ainaoui, a réussi à sortir le ballon proprement, à casser le pressing norvégien par des passes courtes et à limiter le nombre de duels. Sur le plan offensif, ce qui m'a plu tactiquement, contrairement à ce qu'on a vu contre Madagascar ou contre le Paraguay, c'est la variété des solutions offensives. Attaque dans la profondeur, attaque sur les côtés, déplacement entre les lignes. Tout cela a perturbé la défense norvégienne et la vitesse de transition de la défense vers l'attaque était bonne. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer lors des prochaines rencontres? L'exploitation des occasions devant le but, parce qu'il était possible de finir la première mi-temps sur un score de 3-0. Si on avait eu un peu plus de détermination devant le but, si on avait eu par exemple Erling Haaland dans ces situations-là, on n'aurait pas gagné par un but d'écart, mais par plusieurs. Il faudra aussi envoyer plus de joueurs dans la surface. Lors des attaques organisées, il faut qu'un plus grand nombre de joueurs pénètrent dans la surface pour que le porteur du ballon ait plusieurs solutions et puisse jouer des duels. Ce match a montré, et c'est un point très positif, que l'équipe nationale marocaine est capable d'affronter une équipe physiquement forte. Il n'y a plus de complexe. Dès qu'on est entré sur le terrain, on avait l'impression d'un collectif solide, bien en place, avec des solutions offensives variées. Mais ce match a aussi révélé certaines choses. Les transitions défensives doivent être plus rapides, surtout sur les côtés. Par exemple, la vitesse de repli, de la phase offensive à la phase défensive, doit encore être accélérée. Et l'efficacité offensive n'était pas au niveau requis. Des occasions ont été perdues. Je vais maintenant faire une analyse tactique détaillée. L'équipe nationale marocaine est entrée avec un système en 4-2-3-1. Mais ce n'est pas un système figé qu'on garde de la première à la dernière minute. Quand on construisait l'attaque, le système devenait un 3-2-5. Mazraoui descendait pour devenir un troisième défenseur central. Pendant ce temps, Hakimi montait sur le front offensif. Pendant le pressing, le système devenait un 4-4-2. 4 défenseurs, 2 milieux, Bouhaddi et Ainaoui qui restaient entre eux et 4 joueurs sur le front offensif qui faisaient pression sur le porteur du ballon. Quand le ballon était perdu, les Norvégiens le récupéraient, mais l'équipe marocaine parvenait à sortir. On passait alors à un système 4-1-4-1 avec un seul attaquant et 5 joueurs au milieu. L'idée principale de Mohamed Wabi était d'empêcher la Norvège de trouver Haaland entre les 2 défenseurs centraux, de contrôler le milieu de terrain, d'éviter d'entrer dans des duels physiques et d'exploiter les espaces derrière les latéraux norvégiens. Ce sont des idées audacieuses. On va les voir match après match. Il faut analyser le match par période. Prenons les 25 premières minutes. Honnêtement, l'équipe marocaine m'a plu et je suis sûr qu'elle vous a plu aussi. Pendant ces 25 premières minutes, l'équipe marocaine a fait un pressing moyen. Pas un pressing haut, mais un pressing dense et raisonné. Elle a appliqué ce qu'on appelle un pressing dirigé. On attirait l'adversaire d'un côté pour fermer les angles de passe vers l'axe et vers le meneur de jeu, car ces 2 joueurs norvégiens, le sentinelle et le meneur de jeu, sont très dangereux. Les ballons dangereux partent d'eux. Ce qui s'est passé, c'est que l'attaquant marocain fermait les lignes de passe entre les 2 défenseurs centraux norvégiens pour qu'ils ne puissent pas sortir proprement.
Les deux milieux offensifs marocains, Anaï et un autre, surveillaient l'axe norvégien. Et les deux alliés, Zalzouli et Ibrahim Diaz, reculaient pour resserrer les espaces. Naturellement, ce dispositif a obligé l'équipe norvégienne à jouer long. Haaland a reçu moins de ballons dans la zone de danger. De plus, Issa Diop a été très bon dans les duels aériens. Il a coupé beaucoup de ballons. L'équipe marocaine a récupéré de nombreux ballons au milieu de terrain grâce à Bouhaddi et Ainaoui. Pendant 25 minutes, il y avait une véritable harmonie entre les trois lignes. L'équipe marocaine avait un plan collectif, mais aussi des consignes individuelles. Par exemple, comment ont-ils géré Haaland? C'est un des points forts, une des réussites de l'équipe marocaine dans ce match. L'idée n'était pas de faire un marquage individuel, c'est difficile de marquer Haaland individuellement. Il s'agissait d'un marquage collectif, une tactique intelligente. Quand Haaland se déplaçait vers la profondeur, le premier défenseur, Issa Diop, sortait avec lui. Et le milieu sentinelle, Ayoub Bouhaddi, fermait l'espace derrière pour que le ballon n'arrive jamais. Un joueur le suivait, l'autre fermait l'espace. Le deuxième défenseur central, Chadi Riyad, assurait la couverture. Donc un joueur pour le marquage, un autre pour la couverture. Cela s'appelle couvrir et presser en même temps, le covering en anglais. C'est pour ça que sa dangerosité a été neutralisée. Ce n'est pas qu'il n'était pas dans un bon jour. C'est que le plan a fonctionné et les joueurs ont bien exécuté. Un des points forts de l'équipe marocaine, c'est la construction des attaques depuis l'arrière. Il y a de la variété. Commençons par le gardien. Yassine Bounou, quand il lance le jeu, il donne le ballon. Ayoub Bouhaddi redescendait alors entre les deux défenseurs centraux, Issa Diop et Chadi Riyad, ou s'en rapprochait. Il devenait presque un troisième défenseur central, ou du moins s'en rapprochait. On avait donc systématiquement trois joueurs marocains face aux deux premiers attaquants norvégiens en pressing, ce qui donnait une supériorité numérique naturelle. On sortait le ballon proprement parce que le porteur avait toujours plusieurs solutions. Naturellement, cela a réduit le nombre de passes longues aléatoires. On réussissait à dépasser la ligne de pressing norvégienne, contrairement à ce qu'avait fait l'équipe d'Italie par exemple. En 3 ou 4 passes, on sortait pour lancer des transitions offensives, et c'est l'une des forces de l'équipe marocaine, que ce soit avec Regragui ou avec Mohamed Wabi. C'est une arme redoutable. Quand on avait le ballon, quel était l'objectif? Quelles étaient les consignes? Il fallait arriver très vite dans le dernier tiers du terrain. Pas de temps mort. On prenait le ballon, 2 ou 3 passes, et on arrivait dans la surface. C'est ce qu'on avait vu lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, par exemple. On attaquait par le côté droit, on finissait par le côté gauche et vice-versa. Par exemple, une action, on récupère le ballon dans notre zone défensive, on monte, on passe à Hakimi qui entre sur le côté gauche et il manque de peu l'occasion, tire et le gardien Nyland arrête. L'idée était donc des départs rapides sur les côtés, des déplacements entre les lignes, des passes verticales rapides. C'est ce qui a fait reculer la défense norvégienne encore et encore. On a vu que la Norvège avait un gros problème défensif. Mais le problème, je l'ai déjà mentionné, on arrivait facilement à 30 mètres du but, mais on manquait de densité dans la surface. On n'attaquait pas avec assez de joueurs dans la surface. En général, on trouvait Sabiri, un milieu, ou parfois Ibrahim Diaz qui entrait, mais ce n'était pas suffisant face à la Norvège. La Norvège défendait avec 5, voire 6 joueurs dans la surface. Nous, on était 2, parfois 3 dans le meilleur des cas. Donc, il y a des choses à améliorer. Les idées sont là, mais il faut être plus nombreux dans la surface. On a aussi été bloqué dans la prise de décision. Par exemple, Zalzouli a eu 2 occasions franches de marquer, mais il a pris la mauvaise décision. Parfois, il aurait juste fallu frapper directement. Et autre faiblesse, les centres. On recevait de bons ballons sur les côtés, de bons centres, mais on ne savait pas les exploiter. Le positionnement dans la surface n'était pas idéal. Passons maintenant à la seconde mi-temps. La performance de l'équipe norvégienne s'est améliorée. On peut dire que c'est grâce aux changements qu'ils ont faits, mais aussi à cause de nous. On a commencé à avoir peur pour nos joueurs. Peur pour leurs jambes, les joueurs cadres sont sortis et les remplaçants ont montré des différences de niveau. Les Norvégiens ont fait un changement important. Solbakken est entré. Ils ont changé leur approche. En première mi-temps, ils essayaient d'attaquer dans la profondeur. Là, ils ont décidé d'attaquer par les côtés. C'est pour ça qu'Oscar Bob est entré. Et Oscar Bob nous a posé beaucoup de problèmes. Ils ont commencé à attaquer par les côtés. C'est là que nos latéraux ont souffert. Et là, on revient à un changement important. On a commencé à souffrir à partir du moment où Noussair Mazraoui est sorti et où Youssef Amrani est entré. Je vais poser une question. Youssef Amrani, on le connaît défensivement, il est moyen.
Contre la Zambie, l'allié zambien l'avait pris à défaut. Là, on voit que Salah Eddin n'était probablement pas à 100%, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Normalement, quand Mazraoui est sorti, il avait pris un choc avec Sorloth, puis quelques minutes plus tard, il n'a pas pu continuer. Je ne pense pas que ce soit une blessure grave. Youssef Amrani est entré. Mais si Salah Eddin n'est pas disponible, j'aurais préféré voir Zakaria El Wali, qui aurait été meilleur défensivement sur le côté gauche, et laisser Hakimi à droite. Ce sont des choses que l'entraîneur, Mohamed Wabi, devra observer. Quand Youssef Amrani est entré, il était perdu. Il m'a rappelé Yaya Gebran contre le Portugal. Il était entré, avait offert un cadeau, une passe à Joan Félix, qui a failli nous coûter cher à la 90e minute, sauvé par Yacine Bounou. La même chose avec Youssef Amrani, il entre, offre un cadeau, un ballon dégagé n'importe comment. Heureusement que ça a fini en corner. La sortie du latéral droit titulaire, Noussair Mazraoui, et l'absence de Salah Eddin ont créé une brèche sur ce côté droit. Et la Norvège l'a exploité. Ce qui s'est passé, ils ont joué sur les côtés. Les latéraux marocains ont été obligés de sortir davantage. Des espaces sont apparus entre le latéral et le défenseur central, surtout sur le côté gauche, entre Youssef Amrani et Chadi Riyad. Les centres se sont multipliés et la confusion s'est installée. C'est ce qui a permis au pressing norvégien de monter très haut. Quel est le point faible qui est apparu en seconde mi-temps pour l'équipe marocaine? C'est la transition défensive après une perte de balle. Quand on était en phase offensive, on perdait le ballon et c'est là que notre faiblesse apparaissait. L'équipe marocaine attaquait avec beaucoup de joueurs. Il nous fallait 5 à 7 secondes pour nous réorganiser défensivement. Mais ces 5 à 7 secondes étaient trop longues pour la Norvège. Cela leur suffisait pour trouver des espaces pour partir. Parce qu'on est à un niveau élevé, ce n'est pas le championnat marocain ou autre chose. Donc pour la Coupe du Monde, face au Brésil qui a des alliés rapides et dangereux, il faudra faire très attention à ce point. Personnellement, je pense que Mohamed Wabi doit prier pour que Mazraoui soit en bonne santé. Dans tous les cas, si Mazraoui n'est pas là, il ne faut pas faire jouer Youssef Amrani. Même s'il faut faire jouer Zakaria El Ouali sur le côté gauche, quitte à ce qu'il soit décalé. Et ne pas prendre de risque avec Youssef Amrani. Il faut aussi faire jouer Hakimi sur le côté droit. Quelle est la solution? Il ne faut jamais faire monter les deux latéraux ensemble, surtout Hakimi. Il faut que Youssef Amrani, latéral gauche, reste bas et que le milieu sentinelle se positionne toujours près du côté gauche pour compenser. Dans la bataille du milieu de terrain, l'équipe marocaine l'a emporté. Parce qu'elle a su casser le pressing norvégien, garder le ballon sous pression. Cela montre la qualité des joueurs marocains, leur capacité à changer rapidement la direction du jeu, du côté droit au côté gauche, et à faire la liaison entre défense et attaque. Mais naturellement, la condition physique a baissé en seconde mi-temps. Voici un récapitulatif rapide des points positifs. Un système défensif stable. Un milieu de terrain capable d'imposer le rythme, je parle des joueurs titulaires. Une qualité de sortie de balle élevée, une personnalité forte face à une équipe puissante comme la Norvège. Les points négatifs, une efficacité offensive insuffisante. Des transitions défensives à améliorer, il faut une vitesse de repli plus élevée et mieux exploiter les centres et les occasions dans la surface pour aller plus loin en Coupe du Monde. Encore une chose, il faut reparler de la seconde mi-temps car j'ai peu parlé de ce qui ne m'a pas plu. L'organisation tactique était bonne en première mi-temps. On savait quand presser le porteur du ballon et quand reculer. C'est une des bonnes choses dans cette rencontre. Ce qui m'a plu, ce sont les transitions rapides et les changements de direction du ballon. Mais il y a eu quelques défaillances. Par exemple, Unai ne participait pas bien au pressing. Il ne participait pas à ce pressing dirigé sur les côtés. Parfois, il se cachait ou ne le faisait pas correctement. Il aurait dû accélérer les attaques. Je pense qu'il perd des points par rapport à Bilal El Khanous. Et quand Bilal El Khanous est entré, il n'a pas montré grand-chose. Mais toute l'équipe était changée à ce moment-là. Donc ça ne m'a pas plu concernant Unai. Nous avons essayé de jouer en 4-2-4 avec Sabiri et Anaï comme attaquants virtuels. Parfois Sabiri avec Ibrahim Diaz, ces choses m'ont plu. J'ai aussi aimé la décentralisation dans la profondeur. Beaucoup de joueurs échangeaient leurs positions. Diaz, Zalzouli, Hakimi, Sabiri. C'était bon. Mais on a perdu beaucoup d'occasions. Par exemple, une occasion nette de Zalzouli, une de Hakimi. C'est l'une des premières leçons à tirer. Une chose dont je voulais parler, la sortie de Bouhaddi en début de seconde mi-temps. J'ai une remarque positive et une négative à son sujet. Je les ai notées pour ne pas les oublier. Sans ballon, il est excellent, que ce soit dans le pressing, le positionnement, le replacement. Tout cela sans ballon, Bouhaddi est excellent.
Mais avec le ballon, j'aurais aimé qu'il soit meilleur. Avec le ballon, il était plus défensif qu'offensif. Il était bon, mais il peut faire mieux. C'est pour ça que Naïl Ainaoui a été bon. Ainaoui a failli marquer, enfin, ce n'était pas vraiment une occasion. Au début du match, Ibrahim Diaz a tiré, Niland a repoussé, le ballon est arrivé sur la tête d'Ainaoui. Mais il n'est pas entré. Cela aurait été un très beau but. Les changements ont été nombreux. Dès la 46e minute, Boadi est sorti. Et Zalzouli aussi est sorti. Parce qu'il était blessé, il était tombé 2 fois. Sofiane Rahimi est entré à sa place sur le côté gauche, mais il n'a pas été bon. Amrabat est entré à la place de Boadi. À la 63e minute, il y a eu 7 changements d'un coup. Le rythme est alors tombé. Sont entrés El Kanous, El Mimouni, El Kaabi, Marouane Saadan, Samir El Mrabet, El Wadi, El Halhal. Quand je regarde tout cela, je vois beaucoup de duels. Je vois que Marouane Saadan est entré avec El Halhal à la place des défenseurs centraux. El Wadi à la place de Hakimi, et on connaît Hakimi, offensivement c'est un atout, son expérience compte. Sa sortie a fait baisser la qualité de l'équipe marocaine. Samir El Mrabet est entré à la place de Naïl Ainaoui. El Kaabi est entré à la place de Sabiri, El Kaabi niveau moyen. El Mimouni à la place d'Ibrahim Diaz, El Kanous à la place d'Anaï. Beaucoup de changements, donc. Quel était l'objectif de ces changements ? Protéger les titulaires des blessures. On avait peur pour nos joueurs, et aussi donner du temps de jeu aux remplaçants. À la 72e minute, la Norvège a aussi fait ses changements. 6 changements. Oscar Bob est entré, un joueur dangereux. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du but norvégien. Un milieu défensif est entré, un joueur de liaison, bon joueur. Et Björkan Østigard Larsen est entré, l'attaquant de Crystal Palace. Et Asgard aussi. Oscar Bob, avec ses dribbles, nous a fait souffrir, surtout sur le côté gauche où Youssef Amrani était déjà défaillant défensivement et Rahimi, qui devait l'aider, n'a pas été bon non plus. Sur une action, Oscar Bob a fait un dribble magnifique, Odegaard était présent. Une nouvelle charnière était entrée, El Halhal avec Marouane Saadan. Il y a eu une brèche, Odegaard aurait pu marquer dans le but de Yassine Bounou. Mais honnêtement, la responsabilité est partagée entre Amrani, Rahimi et la défense centrale. Je le redis encore une fois pour ne pas oublier, pour que ce soit bien compris. Youssef Amrani ne convient pas à ce système. Il peut convenir dans un système offensif. Par exemple, si on joue contre une équipe qui recule, il peut servir en pause ballon, il peut servir en claquette gauche. Mais si vous jouez contre une équipe forte offensivement, il ne faut pas le faire jouer. Mohamed Wabi doit le noter, parce qu'il n'est pas bon dans les tâches défensives. Honnêtement, la seconde mi-temps a été très banale pour l'équipe marocaine. Après la sortie des joueurs titulaires, une grande différence est apparue entre titulaires et remplaçants. On a vu que Chams Eddine Talbi et Aguerd ne sont pas prêts. Wabi a dit, à propos de l'état d'Aguerd, il va prendre une décision finale. Il a dit qu'il s'améliore. Mais quand je vois Marouane Saadan entrer, cela signifie que dans sa tête, il y a la possibilité que Naïef Aguerd ne soit pas disponible. C'est pour ça qu'il fait entrer Marouane Saadan, qui est dans la liste des réservistes. Dans l'ensemble, c'est un résultat positif face à une équipe forte. Il y a eu des points positifs et des points négatifs. L'équipe nationale marocaine commence à montrer beaucoup de choses qui m'ont plu. Ibrahim Diaz, j'attendais de lui un bon match. Honnêtement, il a fait un match sérieux. Ses tâches défensives dans le pressing ont été bonnes. Il a marqué un but. Il a failli en marquer un autre, arrêté par Niland. J'ai été satisfait d'Ibrahim Diaz. Je vais faire une évaluation rapide de tous les joueurs. Yassine Bounou. Bon, comme d'habitude. Issa Diop, bon, j'ai aimé ses interventions, un défenseur classique. Chadi Riyad, bon, même s'il a fait une petite faute avec Zalzouli. Hakimi, bon. Nousser Mazraoui, dans les minutes qu'il a joué, il a été bon. Sa sortie a été un tournant du match. Naïl Ainaoui, bon. Boadi doit être meilleur avec le ballon. Sans ballon, il est excellent. Mais avec le ballon, j'aimerais voir ce qu'il fait avec Lille. Ounahi ne m'a pas plu. Il doit arrêter de choisir ses matchs. S'il veut aller loin en Coupe du Monde ou gagner un grand match, il doit faire ses tâches défensives. Le pressing, il réussit avec tous les joueurs. Zalzouli a été bon, défensivement et offensivement, même s'il a manqué une vraie occasion de but. C'est une des choses qui lui ont manqué. Ibrahim Diaz, Sabiri a été bon, il a fait de bonnes tâches tactiques. En ce qui concerne les remplaçants, la plupart ne m'ont pas plu. La plupart ne m'ont pas plu du tout. Samir Mrabet, une balle, il l'a donnée comme un joueur de rugby, comme s'il allait faire une transformation en plein ciel. Une action qu'on a bien construite, on l'a perdue à cause de lui.
Mais dans l'ensemble, il y a des signes positifs. C'est une leçon importante. On voulait affronter une équipe forte comme la Norvège pour tester notre système défensif, notre système offensif et notre milieu de terrain. Quand les joueurs titulaires sont là, c'est bon. On peut être optimiste. Personnellement, je suis optimiste. Ce qui m'inquiète, c'est l'état de santé de Zalzouli, de Nousser Mazraoui et aussi d'Aguerd ainsi que de Shams Eddine Talbi. La présence marocaine dans les tribunes, les supporters marocains ont été bons. On dirait que le stade était rempli à plus de 80% de Marocains. Dieu merci, les supporters marocains seront toujours là. Quelqu'un m'a écrit « L'équipe nationale marocaine n'a pas de remplaçant ». Je ne dis pas qu'elle n'a pas de remplaçant, mais quand on fait entrer beaucoup de joueurs d'un coup, 7 joueurs à la fois, c'est difficile de les faire jouer ensemble. Cela se fait petit à petit. C'était une sorte de préservation. Mohamed Wabi, ses 30 premières minutes propres, c'est ce sur quoi il va capitaliser. Ces 30 premières minutes, c'est ce sur quoi ils ont travaillé à l'entraînement. Et c'est ce qu'il va jouer. Quand il a vu d'autres choses, il a voulu protéger les joueurs. C'est bien. Il a voulu voir l'équipe nationale marocaine en phase défensive et en phase offensive. Dans l'ensemble, il y a eu des signes positifs et des signes négatifs. Le sélectionneur national et son staff technique vont travailler dessus. Et voilà, chers frères, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre bonne attention. N'oubliez pas les likes, l'abonnement et le partage. Football Horizons, que Dieu vous bénisse. À bientôt.